Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Je voudrais rebondir et conforter donc ce que disait Mme Tourcière juste avant. Je me suis saisi de cette question de la restriction et des privations de liberté, qui sont deux notions qui juridiquement ne relèvent pas du tout des mêmes conséquences. Les lieux que M. Delarue a visités sont bien des lieux où la force publique à enfermer ou à priver l'individu de sa liberté en vue de protection de la société. Donc, je me suis saisi de cette question et je suis allé rencontrer directement son service, en la personne de sa secrétaire générale, avec laquelle on a eu un débat assez long. Je m'insurge aussi un petit peu sur le contrôle des ARS. J'en ai subi un pour mon établissement pas plus tard qu'en février 2012, dans le cadre de la lutte contre la maltraitance. La grosse différence entre l'approche du service de M. Delarue et les contrôles de l'ARS, pour ces derniers, on est sur du normatif. Et on doit répondre à un certain nombre de critères. Ils ont des grilles et sur lesquelles on répond et on est dans les clous ou on ne l'est pas. L'approche de M. Delarue est beaucoup plus une approche du respect de la dignité de la personne et beaucoup plus dans une dimension éthique. Et de ce point de vue-là, je trouve que son apport serait une richesse pour nous. Je rejoindrai aussi Françoise Tourcière sur le fait du contrôle. Vous éloigner un tout petit peu du micro, parce que du coup, j'ai presque un peu de mal à entendre. Excusez-moi. Voilà, l'idée du contrôle, pour nous, j'allais dire presque, ça suffit. On en a de toutes les administrations et de manière régulière et de plus en plus avec un tas de documents à construire, de plans à produire, d'éléments à donner. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est quand même la personne âgée d'abord. Donc, nous, gestionnaires d'établissements, ça devient assez lourd. Donc, on soit plus sur une approche éthique du respect de la dignité de la personne. Et pour avoir discuté avec eux, ils ont une méthodologie tout à fait spécifique qui pourrait, je pense, nous apporter, des réponses sur des problématiques particulières. Et je ferai le lien là avec les personnes vieillissantes à profil psychiatrique, donc 113 lits dans l'établissement que je dirige, de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. C'est une tradition pour Saint-Jean-de-Dieu, puisqu'il y a 500 ans, il a commencé par les aliénés. Donc on a un recul assez important sur cette question-là. La problématique de la personne âgée psychiatrique qui a 60 ans, administrativement, si je puis dire, bascule d'un secteur sanitaire de prise en charge dans une institution sanitaire et arrive aujourd'hui dans une institution médico-sociale où les règles du jeu et les règles de fonctionnement, les taux d'encadrement, les compétences ne sont absolument pas les mêmes que celles du sanitaire. Donc il faut tisser, et là, tisser des réseaux, tisser des accompagnements spécifiques et individualisés. Nous conventionnons avec chaque structure psychiatrique de manière individuelle du service de provenance pour qu'en cas de décompensation psychiatrique, la personne puisse être reprise et stabilisée à nouveau. Nous avons des conventions avec des hôpitaux psychiatriques publics et des cliniques privées. Nous avons des psychiatres intervenants libéraux dans l'institution qui suivent les résidents atteints de ces troubles-là. C'est ce qu'on appelle, nous, l'accueil des vieux chroniques stabilisés, type psychose, schizophrénie et dépression majeure grave. L'accompagnement de ces personnes-là, il est tout à fait spécifique et je le différencierais de manière très caractéristique des démences. Les démences, ce n'est pas de la psychiatrie.
Donc l'accompagnement et les modalités d'accompagnement ne sont pas les mêmes. Les professionnels doivent être formés de manière spécifique. Et c'est pour ça que dans l'institution, nous avons sectorisé les lieux de vie en fonction des pathologies. Nous avons une unité Alzheimer de 54 lits, avec un secteur fermé où l'on prive aussi de liberté, mais si je fais le parallèle avec le domicile, bien souvent à domicile, ils sont encore plus privés de liberté. Alors l'établissement, même dans un secteur fermé, il peut redonner de la liberté, mais le débat, il est vraiment éthique. Il est vraiment éthique. Donc sur les personnes atteintes de troubles psychiatriques, il est vrai que la pathossification de leur pathologie nécessite j'allais dire presque une négociation avec le médecin contrôleur. Une personne âgée psychiatrique et on avait fait cette négociation à l'époque où Pathos n'existait pas encore, c'était uniquement les GIR avec le Conseil général et la DAS à l'époque, où on leur a dit que la lourdeur de la dépendance liée à ces profils psychiatriques n'a rien à voir avec la dépendance physique gérée, évaluée avec les groupes iso-ressources. Et on avait obtenu l'accord des deux parties de classer systématiquement les personnes à profil psychiatrique en GIR 2. Donc, qui dit GIR 2 dit augmentation des points, dit derrière financement supplémentaire. Mais c'était l'affaire d'une négociation. Aujourd'hui, Pathos vient en plus calculer les moyens dont on va avoir droit pour accompagner nos résidents. Et là aussi... Pour qu'on soit bien clair, donc le GIR 2, enfin la convention, en tout cas l'accord que vous aviez passé... 2006, oui. En 2006, c'était avant que la grille Pathos existe. Ou est-ce que c'était simplement quand vous atteniez en fonction, ou est-ce qu'il y avait un lien que vous faisiez entre la grille Pathos et le GIR pour que effectivement vous ayez des conséquences en termes de moyens? C'était la première signature de la convention tripartite pour l'établissement. Donc on n'était pas voilà, on était à la Dominique plus 35, c'était à l'époque le... Attention, excusez-moi, mais moi je suis un horrible juriste, moi. Je ne suis pas un hospitalier. D'ailleurs, je pense que j'ai été choisi pour être rapporteur précisément parce que j'y connaissais rien. Donc, j'ai fait des progrès depuis un moment, mais je connais pas tout. Donc, la grille Pathos, je sais ce que c'est. Les GIR, j'ai appris, mais je savais un petit peu avant d'ailleurs. Mais quand vous commencez à parler là de façon très précise sur les problèmes de financement, j'avoue que je suis pas. Donc, il faudrait que vous m'expliquiez parce que c'est très important après. Hein. J'ai bien entendu tout à l'heure toute la négociation avec le médecin contrôleur où la polypathologie, si j'ai bien compris, n'était pas, alors, j'hésite sur le terme valorisé, mais en tout cas n'était pas cotée à sa juste mesure. Là, j'entends les liens que vous faites entre Pathos et GIR et les conséquences en termes de financement, mais la suite de la conversation, vous êtes mis à faire référence là pour le coup à des institutions qui m'échappent puisqu'on passe sur des domaines de tarification et déjà donc je sais ce que c'est qu'un budget global, je sais ce que c'est que la T2A, mais vous voyez là vous avez fait référence à des grilles dont je sais que certains les connaissent mais pas moi. Donc ce serait bien de m'expliciter parce que vous parlez d'un béotien. Et c'est très important parce que je sais que le financement, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et que par conséquent, il faut bien nous expliquer les articulations entre le GRI, entre à la fois la pathologie, la dépendance, vraiment, et qu'on arrive bien aux choses. Mais il ne faut pas que vous pensiez que je connais ça. Hein. Parce que c'est pas vrai. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus pédagogique. Voilà, merci pour l'élève. Donc, à la première signature de convention tripartite, les établissements n'avaient qu'à leur disposition la grille Agir, qui mesurait le niveau de dépendance et nous donnait le GIR moyen pondéré de l'établissement. La conséquence budgétaire et financière, Conseil général, détermination des tarifs de dépendance pour les personnes âgées. 2004 apparaît la grille Pathos
qui, elle, évalue le besoin en soins des résidents. OK. Donc, quand on a signé notre première convention tripartite, on n'était pas sur Pathos, puisqu'on n'était pas en renouvellement de convention, ne s'appuyaient sur Pathos que les établissements qui étaient en renouvellement de convention. Donc, 2006, première convention, grille Agir uniquement, et pour valoriser le caractère tout à fait spécifique de la maladie mentale chez les personnes âgées en institution, le seul moyen que l'on a pu trouver en accord avec nos 2 partenaires signataires de convention, c'était de placer ces personnes-là en GIR 2 de manière systématique. Et aujourd'hui, ça se passe comment? Aujourd'hui, on a été pathosifié. On va signer. C'est le terme. Je crois que la terminologie est pathologique également. Donc vous avez été pathosifié. Nous avons été pathosifiés. Et vous avez pacifié vos relations avec. Elles ont toujours été très cordiales. Et nous avons pu avoir de ce fait-là des conséquences plutôt positives sur notre budget, donc sur notre capacité à encadrer de manière plus importante les personnes que nous accompagnons. Voilà. Alors, vous êtes juriste, sur la protection juridique des majeurs. On a la chance d'avoir un MJPM au sein de l'institution et compte tenu de la provenance de ces résidents qui ont eu un parcours en psychiatrie de plusieurs décennies, parfois continu ou discontinu, la plupart d'entre eux sont sous mesure de protection. Donc, nous essayons actuellement de faire un transfert de ces mesures du MJPM de provenance vers notre protégé, mais le juge est souverain et c'est lui qui actuellement à Marseille, je crois qu'ils ont 4000 dossiers à peu près par juge des tutelles, il prend les mesures au fur et à mesure pour nous les transférer. Cette proximité avec le MJPM est pour nous quelque chose de très important dans l'accompagnement des personnes psychiatriques. C'est très très important. Le lien fort qui existe entre le résident psychiatrique et son tuteur, son curateur, est quelque chose de très important. Je pourrais en dire plus, mais... Non, vous pouvez, si ça vous paraît complet à ce stade, c'était éclairant. Donc, si vous me permettez, par rapport à l'intervention qu'avait eue Mme Angelos Nicou, qui pointait le médecin contrôleur, dans l'expérience que vous rapportez à partir de votre établissement, qui est un établissement important à Marseille avec des centaines de lits, j'ai eu le sentiment que vous aviez peut-être une meilleure écoute ou plus en tout cas une capacité à trouver les accords qui étaient nécessaires pour une prise en charge de bonne qualité. Et par rapport au témoignage que faisait Mme Angelos Nicou, alors évidemment c'est peut-être établissement par établissement, ou alors ARS par ARS, mais il y a un décalage entre vos 2 témoignages. Donc vous dites que c'est la contrainte financière qui s'exerce à travers une moindre reconnaissance des pathologies associées. C'est l'interprétation que vous donnez, hein, c'est bien ça. Moi, je dirais aussi que la reconnaissance du médico-social dans la prise en charge des personnes psychiatriques aujourd'hui, elle est quasi inexistante. Et que la spécificité de notre établissement, qui existe depuis 200 ans sur le bassin et le territoire de Marseille, fait qu'on a une reconnaissance parce qu'on est quasiment les seuls à intégrer des personnes avec ces troubles-là. Donc, mais c'est pas pour autant que j'ai un taux d'encadrement supérieur à un EHPAD qui a signé sa convention tripartite. Je suis à 0,61 et je n'ai pas de moyens spécifiques supplémentaires pour accompagner ces résidents qui ont des pathologies très très prégnantes sur le personnel, très très prégnantes. Voilà. Donc ça, au niveau de la contrainte financière, elle a toujours été et aujourd'hui,
On avait à la RH à l'époque envoyé notre premier projet d'établissement pour leur dire, il y a une discussion à l'époque sur le schéma directeur de la santé mentale. On n'a eu aucun retour. Aucun retour. Aujourd'hui, on essaye de dire, on fait partie de la chaîne de la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques, puisqu'à 60 ans, les hôpitaux psychiatriques souhaitent libérer les lits occupés par des personnes âgées. Et qui les accueille, dans quelles conditions et comment, quel continuum il y a et quel partenariat on met en place. Aujourd'hui, ces discussions-là, même au niveau de notre ARS, c'est pas du tout quelque chose d'enclenché. Donc on fait, et vous l'avez dit, monsieur le député, on fait du cas par cas et d'établissement à établissement et par établissement et en fonction des relations que l'on a avec nos interlocuteurs. Ça devient une affaire d'hommes et pas une affaire de système.